Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session de découverte de la base Impact Alliance, votre outil pour piloter les partenariats avec notre invitée Véronique Van Steen du Phare Propreté. On y reviendra tout à l'heure pour la partie interview. Au menu aujourd'hui, on va avoir 3 parties. Une première pour poser le contexte, pourquoi cette base existe, quelle est l'intention de chacun des partenaires mobilisés, comment elle fonctionne. Une focale sur l'interview avec un zoom en lien avec notamment les pratiques d'évaluation et de pilotage de la RSE des entreprises de propreté avec leur fédération, et également des éléments d'actualité, dont certaines qui vont être très interactives puisque vous pourrez vous y inscrire. Sans plus attendre, je vous invite à écouter Charles Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau, nous présenter pourquoi la base Impact Alliance existe, quelles en sont les racines et comment elle est structurée. Charles Benoît, on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. L'étude d'impact des pratiques partenariales en France a clairement démontré que la question n'est plus aujourd'hui faut-il faire alliance, mais comment faire alliance. En 5 ans, nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'agir ensemble. En cela, la France a rejoint la préoccupation du 17e objectif de développement durable, comment faire alliance là où il est impossible de réussir seul. Aujourd'hui, tous les acteurs dans tous les domaines, sur tous les territoires, sont concernés. En parallèle de cette étude d'impact entre 2018 et 2022, il était donc essentiel de coélaborer une boussole de l'ODD 17 en pratique. Son objectif, c'est d'aider chacun à se positionner non seulement en fonction de son profil et de ses objectifs, mais aussi en fonction de sa maturité et de ses envies. Facile à dire, beaucoup plus complexe à faire, et vous comprendrez pourquoi il leur a fallu 5 ans pour cheminer ensemble, pour réussir à cet objectif. Il est donc utile d'en retracer le cheminement collectif, parce que c'est bien un travail collectif qui a mobilisé plus de 100 réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux, pour inventer ensemble cette boussole de l'ODD 17 en pratique. Nous avons commencé ensemble en 2018, en même temps que l'élaboration du questionnaire de l'étude d'impact, pour questionner les Français, les élus locaux, les dirigeants d'entreprise et les dirigeants associatifs. Nous avons en même temps animé des ateliers praticiens-chercheurs pour inventorier ce qui existait déjà. En 2019, nous avons à la fois modélisé les pratiques de terrain qui avaient été capitalisées depuis plus d'une décennie, notamment au travers du référentiel évaluation partenariat et du modèle socio-économique, mais nous avons aussi conçu une méthode qui articule cohérence des actions et cohésion des acteurs, de l'agenda 2030 à l'action respective de nos écosystèmes territoriaux, des organisations publiques et privées et du pouvoir d'agir des personnes. Il était important que chacun se sente concerné dans cette capacité à concrètement, au plus près de là où il est, agir dans le cadre de cet agenda 2030 des objectifs de développement durable qui pose un cap et un cadre commun. En 2020, dans le cadre de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques entre collectivités territoriales, associations, entreprises, 21 mesures ont été proposées au ministre et validées pour être mises en œuvre. Et dès le 7 mai 2020, le jour même où a été remis le rapport au ministre, la vitrine Alliance et Territoires sur le site association.gouv.fr a été mise en œuvre pour rendre plus lisible et visible ce qui existait déjà. Parce que, bien évidemment, nous ne partons pas d'une feuille blanche, mais au contraire d'une richesse de méthodes, d'exemples, d'outils, de données et de compétences pour le faire. En 2021, nous sommes passés de la connaissance empirique à la compétence avec 3 leviers. Nous avons coélaboré une plateforme de capitalisation partagée, la plateforme odd17.org. Nous avons mis en œuvre le jeudi de l'ODD 17 pour avoir une information hebdomadaire et nous avons conçu avec le ministère de l'Éducation nationale un parcours Alliance et Territoire pour permettre à chacun de faire ses premiers pas dans les nouvelles formes d'alliance. Et en 2022, il était important de mettre en valeur la diversité de ce qui existe déjà en France.
C'est tout le sens de la base Impact Alliance. Alors, quelle est cette base et surtout quel est son objectif? Son objectif, c'est de piloter les partenariats au quotidien. Et pour cela, nous avons capté 4 besoins auxquels il fallait impérativement répondre dans un sens cohérent et de pouvoir vraiment avoir un 360. D'abord, le premier besoin quand on pilote des partenariats, c'est être informé régulièrement des actualités, de ce qu'ils font, des outils qui existent pour pouvoir finalement agir au plus près de la réalité du terrain. Le deuxième, c'est pouvoir se situer dans la diversité des exemples inspirants. Et quand je parle d'exemples inspirants, c'est pas simplement les plus matures, ceux qui réussissent le mieux. C'est aussi en toute simplicité ce que chacun peut faire à son juste niveau. Si nous voulons développer et déployer les alliances en France, il ne faut pas montrer que des exemples qui sont exceptionnels et qui ont mis 30 ans à être faits. Il faut montrer ce que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui au quotidien en proximité. C'est bien ce que les 650 exemples, tout profil, dans tous les domaines, à tous les échelons territoriaux de ces exemples inspirants permet de faire. Le troisième étape, la troisième besoin, c'est qu'une fois que on est informé, qu'on peut se situer, c'est de trouver en proximité les contacts. Qui va pouvoir m'aider concrètement sur mon territoire à agir? Et c'est là où le maillage des 350 catalyseurs territoriaux en France, eh bien, nous permet de pouvoir contacter à proximité de là où on est quelqu'un qui a l'habitude d'animer ces relations entre collectivités, associations, entreprises, établissements scolaires, acteurs académiques. Et le quatrième besoin, c'est bien évidemment de pouvoir se projeter et d'avoir des outils de veille et d'analyse des pratiques qui sont absolument essentiels. Et donc, vous comprenez bien que pour avoir ce 4 en 1, il fallait mobiliser des énergies complémentaires. Et c'est là où nous avons été chercher pour chacun de ces besoins des animateurs qui pouvaient nourrir cette base impact. Pour le jeudi de l'ODD 17, c'est l'ODD 17 en pratique, tout le dispositif collectif qui a été créé dans le cadre de la mission ministérielle pour permettre d'avoir un partage de connaissances. Pour les exemples inspirants, bien sûr, c'est l'Observatoire des partenariats. Et je remercie Yann Lignac, son directeur, de pouvoir avoir nourri très largement cette base d'exemples qui, tous les jours, se renforce pour pouvoir montrer que nous sommes tous concernés par cette logique-là. Concernant les catalyseurs territoriaux, je remercie le réseau des 350 catalyseurs territoriaux de nous donner à voir de façon très concrète ce qu'en proximité il se passe et surtout de pouvoir avoir des contacts en proximité pour agir au plus près des territoires. Je rappelle que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Si nous ne faisons pas au niveau des territoires, en fait, nous ne pouvons pas développer. Et ce que montre l'étude d'impact, c'est que 66% de l'action, elle est faite au niveau territorial, lorsqu'elle est partenariale à 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international. Il est essentiel de pouvoir avoir des contacts en proximité, pas seulement à Paris, Nantes et Marseille, mais aussi à Lille, Bressuire et Montargis. C'est ce que vous allez trouver dans cette base impact. Et enfin, de pouvoir capitaliser sur cette innovation sociétale, partenariale qui nous concerne tous, eh bien, avec Innovation Sociale qui depuis maintenant 2014 publie tous les trimestres un bulletin de veille extrêmement nourri, il était important d'en garder mémoire et de pouvoir capitaliser plus de 5000 articles qui nous disent comment en France nous sommes en train de vivre concrètement l'ODD 17 en pratique. Alors, pour cela, il fallait copiloter cette démarche collective. Et bien évidemment, en tant que laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun, il revenait au rameau de pouvoir en prendre une forme de leadership, mais jamais seul, jamais seul. Et c'est là où nous avons choisi, bien évidemment, SINDUP pour construire avec nous cette base Impact Alliance. Alors pourquoi avoir choisi SINDUP? D'abord parce que, bien évidemment, toute personne qui s'intéresse à la veille aujourd'hui en France sait que c'est la plateforme digitale sur la veille la plus avancée. Mais c'est pas seulement cela, c'est aussi parce que la qualité de l'engagement de l'équipe, notamment aussi à travers le grand rebond, est telle qu'il était évident que nous étions en cohérence non seulement sur l'exigence de l'action,
mais aussi sur le partage des valeurs. Merci donc, Michael, d'avoir accepté d'être notre partenaire pour co-inventer cette base Impact Alliance qui permet aujourd'hui à chacun, quelle que soit sa maturité, de piloter au quotidien les alliances d'intérêt général. Merci Charles Benoît pour cette mise en perspective à la fois claire et précise. La démarche collective de la base Impact Alliance propose donc 4 volets, des informations, des exemples, des relais locaux et de la veille. Écoutons à présent Michael Réau, partenaire de la base Impact, fondateur de SINDUP, nous dire pourquoi SINDUP a souhaité être partenaire de cette base Impact. Bonjour à toutes et tous. Alors en effet, comme l'a dit Charles Benoît, SINDUP est un éditeur de logiciels. Notre quotidien, c'est d'aider les organisations à structurer leur veille stratégique. Ça consiste à les aider à identifier les informations utiles pour leurs actions du quotidien, pour la prise de décision. C'est aussi bien détecter des signaux faibles que des signaux forts. C'est aussi suivre la multitude de tendances qu'il est essentiel de monitorer quand on a une organisation qui s'adapte à son environnement. Et tout ça permet au final de délivrer des tableaux de bord, des alertes, des newsletters, des portails de veille, tout ceci de manière personnalisée parce que ce qui fait la force d'une veille stratégique, c'est sa singularité. C'est la capacité à l'adapter aux besoins du quotidien par rapport aux projets qui véritablement sont en cours de réalisation. Et quand on a rencontré le Rameau et notamment à travers son observatoire des partenariats, tout le travail colossal qui a été fait depuis de longue date maintenant, plusieurs années, pour construire cette base Impact Alliance en tant que commun, qui est mis à disposition des organisations et des territoires, et sachant que SINDUP s'engage effectivement dans l'atteinte des objectifs du développement durable depuis quelques années, que au quotidien, on accompagne les organisations sur leur veille RSE pour qu'elle soit en transversalité et véritablement une veille de transformation. C'est assez naturellement et avec même grand plaisir qu'on a mis à disposition la technologie et le savoir-faire dans l'esprit du Faire Alliance, donc l'ODD 17 cher au Rameau, qui est promu par le Rameau activement pour valoriser et faciliter l'accès et l'exploitation finalement de toutes ces ressources très riches qui ont été produites par l'Observatoire. Et donc, la finalité de combiner à la fois cette expertise du Rameau, les bases de connaissances, notre technologie, notre savoir-faire en veille et en gestion de l'information, c'est d'augmenter l'impact de ce travail de fond qui a été réalisé. Et c'est tout le sens du partenariat. D'ailleurs, j'aurais souligné le plaisir pour nous de participer à un dispositif qui est assez exemplaire en termes d'état de l'art, parce que dans la gestion de l'information et des connaissances, trop souvent, la veille n'est pas couplée aux bases de connaissances. Et là, on est bien dans un dispositif qui est circulaire, on est sur de l'information durable, puisque la veille terrain, la veille web réalisée par l'Observatoire des partenariats, par le Rameau et tout son écosystème, viennent nourrir une base de connaissances qui est structurante, qui permet de finalement rendre utile l'information, même plusieurs années après sa création et sa capitalisation. Et c'est ce qui permet de mettre des moyens en œuvre à travers une démarche de veille au quotidien, parce que justement, il y a cette durabilité et cet effort qui est fourni, eh bien, il peut être non seulement démultiplié par un large accès en tant que commun à de nombreux acteurs, mais encore une fois, chaque exemple inspirant peut faire sens, même 5 ans, 10 ans après sa réalisation. Donc, en termes d'état de l'art, pour des experts en veille en information, pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir cette combinaison base de connaissances et veille stratégique, en plus de tout le sens, évidemment, du dispositif. Alors maintenant, je suis sûr que vous avez très envie de savoir comment tout ça fonctionne. Merci Mickaël pour vos propos. On retient ce partenariat structurant de la base Impact qui offre effectivement des informations durables et utiles dans la durée, avec l'alliance d'une double expertise, capitalisation et base de connaissances du Rameau,
et celle de la veille stratégique et de plateforme numérique côté SynDup. Et justement, Mickaël, on va suivre votre conseil. Écoutons Adrien Sasso nous partager le mode d'emploi de cette base, comment on peut l'utiliser. Adrien, la parole est à vous. Bonjour à tous, je vais vous présenter la navigation dans la base de connaissances Impact Alliance. Vous pouvez retrouver sur la gauche les différents menus avec la page d'accueil et les rubriques que l'on va détailler juste après. Et dans cette page d'accueil, vous retrouvez l'explication des 4 ressources qui sont à votre disposition. Pour commencer, vous retrouvez l'info hebdomadaire des jeudis de l'ODD 17, ensuite des exemples de partenariats inspirants de l'Observatoire des partenariats, puis la cartographie des contacts des catalyseurs territoriaux, et enfin chaque trimestre, vous retrouverez la veille des bulletins de l'innovation sociétale. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenariats inspirants, en cliquant directement dessus ou en passant sur le menu de gauche. L'idée dans ces exemples de partenariats inspirants, c'est de pouvoir consulter 4 bases, les partenariats associations-entreprises, les pratiques d'engagement, les pratiques de co-construction territoriale et enfin les nouveaux équilibres socio-économiques. À chaque fois, je retrouve des exemples liés à ces thématiques. On va prendre la co-construction territoriale. Chaque tableau de bord est construit de la même façon avec des explications sur les différentes formes ici de co-construction, les différents contenus les plus récents et surtout la capacité de filtrer sur ce qui va nous intéresser, que ce soit par territoire, par typologie ou par acteur lié à ces différents contenus. Prenons un exemple ici, je pars en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé dans le nuage de mots-clés et accéder à la recherche. Pour affiner mes résultats, sur la droite, j'ai des éléments de filtrage. Je pourrais dire par exemple ici que je m'intéresse plutôt aux collectivités territoriales. Donc je vais cliquer sur cet élément-là, sur ce mot-clé, et ça va me permettre d'affiner encore mes résultats et de trouver les différents contenus. Chaque contenu est identifié grâce à des tags, donc des mots-clés que vous voyez ici. Vous pouvez directement le consulter en cliquant dessus. Pour rechercher du contenu, vous avez aussi la possibilité en haut de rechercher dans tous les contenus disponibles, pas uniquement dans les exemples. Imaginons, je m'intéresse à la mobilité. Je vais taper ici donc dans la barre de recherche universelle tous les contenus qui parlent de mobilité. J'ai les résultats et toujours la partie de droite qui me permet d'affiner mes contenus. Imaginons, je parle plutôt de mobilité durable, c'est le sujet qui va m'intéresser. Eh bien, je peux cliquer ici directement et avoir des contenus qui vont être en lien avec cette recherche. Allons voir maintenant une autre thématique, les jeudis de l'ODD 17. Lorsque je clique dessus, j'accède au tableau de bord. J'ai également la possibilité d'ajouter ce tableau de bord dans mes favoris pour le retrouver tout de suite à gauche ici. Dans ce tableau de bord, vous retrouvez de l'information hebdomadaire, comme son nom l'indique, et vous êtes également en capacité de pouvoir filtrer sur ce qui va vous intéresser. Donc vous retrouvez les différents contenus du plus récent, mais également cette capacité de dire, je vais cliquer sur telle image de mots-clés, par exemple ici, ça m'intéresse aux fiches outils et ça va me permettre de rechercher que les contenus qui parlent de fiches outils. Je continue les catalyseurs territoriaux. Ici, je retrouve en fait l'accessibilité à la base qui regroupe les différents contacts de ces fameux catalyseurs. Donc vous avez toutes les informations pour vous y connecter, identifier mot de passe et le tutoriel pour permettre d'utiliser cet outil. Et pour terminer, la partie bulletin de l'innovation sociétale me permet justement de pouvoir consulter l'ensemble des différentes diffusions, de cliquer du coup dessus pour pouvoir les lire directement en PDF. Merci Adrien pour ce mode d'emploi très clair. Précisons à nos auditeurs que la partie veille s'est enrichie également d'une fonctionnalité TPE-PME, veille économique, grâce à notre partenariat avec André Letowski. Après cette présentation de la base Impact, rejoignons notre invitée Véronique Van Steen. Alors, Véronique, vous êtes déléguée à la RSE et à la transition écologique au sein du phare Propreté, dispositif innovant qui accompagne les adhérents de votre fédération professionnelle, la FEP. Concrètement, le phare Propreté accompagne depuis 2008, donc bientôt 20 ans, depuis 2008, l'engagement sectoriel RSE des entreprises de propreté, fil rouge du partenariat historique noué avec le rameau, du local au national. Rappelons deux éléments de ces dernières années. En septembre 2023, l'Ors et le rameau ont publié avec le CNAM le guide Coopérer efficacement, enrichi de fiches retour d'expérience, dont celle de votre fédération professionnelle.
Et ce guide a été publié après 2 ans de réflexion collective d'un groupe de travail entreprises et territoires associant des TPE-PME à des ETI et des groupes. Et en octobre 2024, la démarche sectorielle RSE de la FEP a été reconnue au CESE comme éclaireur 2030. Tout un programme et on voit bien l'inscription dans le temps long de vos actions. Justement, par rapport au temps, quelles ont été les grandes étapes de votre démarche sectorielle RSE? Alors les grandes étapes, c'est donc on a commencé un petit peu comme en 2008. Alors 2008, je vous rappelle, c'était le Grenelle de l'environnement. Ça a été un déclencheur pour beaucoup d'organisations et la FEP s'est engagée sur une approche innovante, pragmatique et sectorielle. Alors pragmatique et sectorielle, c'est important pour un secteur qui est largement constitué de PME, hein. On a 15 000 entreprises. Alors on connaît quelques grands groupes, mais il y en a pas tant que ça. Après, on est beaucoup sur des PME, TPE qui sont présents partout sur les territoires, 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 600 000 emplois, un secteur à forte intensité de main-d'œuvre. Donc pour revenir aux prémices, en 2008, on lance 51 actions pour s'engager dans la démarche de développement durable. C'est une première approche qui est orientée sur les bonnes pratiques, qui s'adaptent au rythme des entreprises et notamment, je le disais, des PME qui abordent la RSE avec des actions concrètes. En 2018, un petit peu comme le cheminement de la RSE dans les entreprises, vient le temps de la maturité. Donc la FEP, le conseil d'administration de la FEP pose une stratégie RSE qui se base sur 3 axes. 3 axes qui ont pour ambition d'améliorer la contribution du secteur à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et sans surprise, ces 3 axes, c'est agir pour améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des hommes et des femmes de la propreté, donc un engagement social, hein, c'est important puisqu'on est un secteur à forte intensité de main-d'œuvre. Un engagement pour un deuxième axe pour la préservation de l'environnement, là aussi c'est un pilier assez important dans le développement durable. Et enfin, un engagement sociétal qui va prendre tout son sens en 2020 au moment de la crise Covid, puisque il s'agit alors certes de satisfaire les clients, mais aussi de garantir et d'améliorer l'hygiène, la santé et la sécurité sanitaire des utilisateurs des sites que nous sommes tous en tant que collaborateurs d'une entreprise où intervient un service de nettoyage, en tant que client d'établissements de commerciaux ou en tant qu'usager des établissements publics. Donc ça, donc ce qui va concrétiser et matérialiser cette stratégie, c'est la rédaction d'un référentiel RSE des entreprises de propreté. On est plus sur des actions, mais sur une approche plus holistique et structurante des grands enjeux RSE du secteur. Donc c'est un outil, donc c'est 18 engagements qui définissent ce qu'est une entreprise de propreté responsable. Et ces 18 engagements, c'est à chaque entreprise d'inscrire ses actions dans les 18 engagements. Donc on passe d'une approche par action à une approche par engagement avec donc ce référentiel. Alors peut-être quelques mots, Yann, aussi sur ce référentiel. Donc il a été écrit par une dizaine d'entreprises, à la fois des TPE et des grands groupes. On avait autour de la table les grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire et aussi des entreprises de moins de 10 salariés. Et tout ont fait le constat et qui est vraiment très intéressant que on aborde que quelle que soit sa taille d'entreprise, les grands enjeux du secteur, ils sont les mêmes pour tous. Après, c'est la manière dont on va déployer ces engagements qui est différente. Dans une grande entreprise, on aura peut-être plus de moyens pour structurer la démarche, mais ça va être plus difficile de la déployer à tous les échelons de l'entreprise, là où une PME ou une TPE, elle va être plus habile dans le déploiement des actions, mais elle va avoir plus de difficultés à structurer la démarche. Et donc ce référentiel, il a été rédigé aussi avec l'AFNOR, donc il est attesté en cohérence avec les lignes directrices de l'ISO 26000 et il a été relu par une centaine de parties prenantes qui ont contribué, qui ont apporté des ajouts, voilà, des éclairages sur certains sujets. Et là, ça fait peut-être 5-6 ans enfin 5 ans qu'il est en œuvre et ce qu'on se rend compte, c'est que
c'est vraiment une référence dans le secteur, c'est-à-dire que toutes les entreprises de propreté, quelle que soit leur taille, s'appuient sur ce référentiel. Ce que je peux dire de plus aussi, c'est que dans son approche, on est aussi sur une approche par maturité. Donc, dans les engagements, à chaque engagement, l'entreprise, elle va se positionner sur un niveau de maturité. Et c'est un niveau de maturité qui est assez simple et assez intuitif pour les entreprises. Le niveau 1, c'est l'entreprise respecte la réglementation. Donc, c'est le préalable à la RSE. Donc, c'est la base. Ensuite, le niveau 2, on est, ce que je disais tout à l'heure, on est sur un engagement sur des actions. Là, on est vraiment sur un niveau très PME, c'est-à-dire qu'on travaille sur des actions. On a des actions sur le sujet et on commence à agir. Le niveau 3, c'est un niveau de structuration, c'est-à-dire qu'on a, sur cet engagement, mis en place des objectifs, une structuration, un plan d'action, des indicateurs et que petit à petit, ils vont progresser. Et enfin, le 4e niveau, c'est un niveau un peu de rupture, c'est-à-dire qu'on est sur cet engagement au-dessus des pratiques du secteur. On a développé une innovation qui nous fait vraiment faire que cet engagement est un peu dans le cœur de notre raison d'être d'entreprise. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce référentiel. On peut parler peut-être, Yann. Oui, alors merci Véronique de retracer ce cheminement passionnant. Ce que j'en retiens en quelques mots, c'est que ça s'inscrit dans le temps, que c'est une démarche collective dès l'origine et interne et externe. C'est ça qui est très intéressant. De rappeler finalement que ce référentiel part du concret au plus près des besoins des TPE-PME comme des groupes qui sont membres de la Fédération de la propreté et qui a été confirmé, conforté par une centaine de parties prenantes et d'experts associés, dont l'AFNOR, ce qui montre bien aussi la robustesse. C'est une question qui est souvent importante dans ce genre de référentiel. La robustesse est attestée et confirmée. Et justement, sur la partie de l'environnement et de la qualité de vie au travail, la mobilité durable est un enjeu majeur de vos entreprises. Quel nouvel outil avez-vous lancé au salon Europropre, organisé du 25 au 27 mars? Voilà, alors le salon Europropre, c'est le salon qui réunit tous les fournisseurs de matériel et de techniques, de produits de la propreté. Et donc sur ce salon, nous avons lancé ITER Propreté, qui a alors ITER du latin trajet, qui est un outil qui va permettre de calculer les trajets des collaborateurs, les émissions carbone des collaborateurs. On est parti d'une problématique de notre secteur, c'est donc qu'on est un secteur à forte intensité de main-d'œuvre, avec des salariés qui sont affectés à des sites clients, donc beaucoup de sites, et avec souvent des horaires décalés, souvent du temps fractionné, du temps partiel. Et puis, comme on a un principe de transfert du personnel, qui fait que quand une entreprise perd un marché, les salariés sont repris par l'entreprise entrante, donc ça permet de garantir la pérennité des emplois. On a beaucoup de multi-employeurs. Donc concrètement, c'est extrêmement difficile d'évaluer, quand on a beaucoup de salariés, leur trajet. On ne sait pas forcément d'où ils partent et où ils vont après leur vacation sur le site client. Donc néanmoins, la mobilité dans les bilans carbone de la propreté, on estime que c'est entre 60 et 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc on pouvait passer énormément de temps à mesurer des choses et finalement pour des résultats qui n'étaient pas forcément très, très robustes. Et donc, on est parti sur un principe de modélisation de ces déplacements en travaillant avec plusieurs bases, à la fois des données que nous ont fournies les entreprises, et elles ont joué le jeu. On a reçu beaucoup de données des entreprises et qu'on a croisé avec des données INSEE sur les parts modales. Et donc, ça permet très simplement à une entreprise de propreté de rentrer le code postal de son agence et de pouvoir se dire, en fonction du nombre de TP qu'elle a, en fonction de ces quelques données relatives à ces chantiers, de mesurer ces émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on est sur une approche qui est modélisée, donc qui est pour toutes les entreprises pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui va venir réduire ces émissions, c'est ce qu'elle aura mis en œuvre en termes d'action en faveur d'une mobilité durable et la maturité de ces actions. Donc, il y a toute une grille d'interrogation des entreprises qui leur permet de se situer et de voir l'efficacité de leurs actions et donc de réduire leurs émissions. Et donc ça, ce dispositif, il fonctionne à l'échelle
d'un établissement de propreté, mais aussi d'un site client, puisque souvent, de plus en plus, on nous demande dans les appels d'offres d'estimer les émissions de gaz à effet de serre, mais comme vous l'avez compris, on ne connaît pas forcément le personnel qui sera sur les sites, donc on ne peut pas vraiment prédire leur déplacement, et donc on part sur quelque chose qui est moyenné et qui met plus en valeur les bonnes actions des entreprises. Et en fait, ce dispositif, pour le coup, on a agi un petit peu, alors c'est important la mesure, mais on avait d'abord commencé, en antériorité, à travailler plutôt sur des actions de mobilité, puisque comme je vous l'ai expliqué, la mesure était complexe et comme on est un secteur de PME qui ont besoin d'actions, de concret, de pratiques, on a commencé, et c'est un peu à l'inverse de ce qu'on dit souvent, qu'il faut d'abord mesurer pour pouvoir agir. On a commencé par agir, par réfléchir, comme on savait globalement que la mobilité, c'était le gros impact des émissions de gaz à effet de serre. On a commencé par mettre des actions en place, donc c'est les 5 étapes de la mobilité, qui sont des actions, des formations pour aider les entreprises à progresser. Et ensuite, la partie mesure, vous voyez, on la développe maintenant. On continue d'innover et d'avancer sur ces sujets. C'est aussi une méthodologie qui nous a été suggérée par l'ADEME, qui a été présente aux différentes étapes de la construction de cet outil, et qui, voilà, est là encore assez un outil de facilitation pour les entreprises et qui enlève cette difficulté de la mesure pour vraiment se consacrer à l'action. Et ça nous semble assez important, ce côté pragmatique sur lequel on a quand même construit toute notre approche de la RSE au niveau de la FEP. Merci beaucoup Véronique pour cette description très intéressante finalement de la manière à la fois structurée, pragmatique et orientée avec le bon sens de PME. Finalement, on a bien compris au service de l'action d'ailleurs et avant tout. Avant de rentrer dans une logique de mesure, j'imagine que ça va susciter des questions nourries de notre public. Je ne sais pas si les questions viennent maintenant ou si elles viennent plus tard. Comme je n'en vois pas apparaître, je me permets de poser une question. Comme vous venez de partager des outils, des référentiels qui sont robustes et extrêmement structurants, est-ce que ça pourrait être envisagé pour des réseaux intéressés ou pour des acteurs de territoire qui ne seraient pas liés à la propreté que vous puissiez intervenir pour partager une forme de retour d'expérience, pour les inciter à agir? Est-ce que c'est des choses qui seraient envisageables? Alors oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça arrive régulièrement qu'au niveau des fédérations professionnelles, notamment, on échange sur ces approches sectorielles. Il y a d'autres fédérations qui y travaillent. Et c'est vrai que le retour d'expérience des uns et des autres est assez intéressant pour nous aider aussi à progresser. On a des problématiques quelquefois qui sont communes. Donc ça, c'est bien aussi de travailler ensemble, et ce qui fonctionne chez les uns ou chez les autres, c'est bien de pouvoir les partager effectivement. Il y a aussi sur les territoires beaucoup d'entreprises qui peuvent aussi, de propreté notamment, qui sont avancées sur ces dispositifs, qui les ont mis en place, qui les utilisent et qui peuvent aussi faire des retours d'expérience sur les territoires. Et ça, c'est aussi des choses qu'on encourage, bien évidemment. C'est effectivement important et bon à savoir, merci de le préciser. Ces interventions peuvent émaner soit sur une partie un peu plus peut-être technique de la fédération, soit également sur la partie pratique des retours d'expérience de vos membres. On se le note et je pense que c'est bien porté à l'attention de notre public. Je ne vois pas de questions apparaître, mais vous aurez de toute façon, à la fois dans le fil de discussion et dans le mail qui suivra, un petit récapitulatif de ces liens et également le contact mail de Véronique Van Steen si vous souhaitez revenir vers elle pour un besoin spécifique. Je vous propose de poursuivre. Si vous avez des questions, vous pouvez les faire apparaître. On les prendra à la fin du webinaire. En avril, le défi commun de l'Observatoire portait sur la santé dans tous ses états, santé qui est d'ailleurs l'un des éléments, on l'a entendu, par rapport à la qualité de vie au travail du témoignage de Véronique Van Steen du phare propreté. Et cette fiche, finalement, partage à la fois des éléments concrets sur comment se pilote l'intérêt général avec les éléments de la santé du comité 21,
de quelle manière, comment ça s'illustre avec des solutions ancrées et incarnées de webinaires et de podcasts, et quelles sont les ressources utiles pour agir et pour prendre de la hauteur sur ce sujet. Vous avez le lien qui s'affiche dans le fil de discussion. L'actualité du mois d'avril en lien avec la santé, c'était hier l'interview de Florence Duguet, passionnante, directrice des partenariats de la FM Téléthon. Si vous souhaitez en savoir plus sur une dynamique structurante d'innovation et de la manière dont ça peut avoir un effet levier remarquable pour l'intérêt général, je vous invite chaudement à réécouter son intervention. C'est traduit aussi par une monographie de l'ADASI pour une structure, l'APELS, très engagée au niveau du sport, une structure associative, et donc le webinaire que l'on vient, avec l'intervention qu'on vient d'entendre de Véronique Van Steen. L'actualité du mois d'avril, on parlait de mesures, quelque part d'évaluation, et là, je vous invite à vous connecter à partir de la semaine prochaine, 28 avril, sur la plateforme Piloter l'innovation sociétale qui va s'enrichir du module Évaluer son impact. Et l'actualité du mois d'avril, c'est aussi du côté des secteurs associatifs et de la philanthropie, à la fois une enquête menée sur la santé financière des associations et un livre blanc, Générosité privée association, de l'Institut français du monde associatif, avec un certain nombre de partenaires, dont France Générosité. Et on vous en parlait tout à l'heure, donc d'avril à juin, il y a de nouveaux exemples qui vont enrichir la base. Actuellement, c'est une partie plutôt territoriale avec des collectivités engagées sur les objectifs de développement durable, à partir d'un guide du comité 21. Ensuite, vous pourrez retrouver toute une série de témoignages issus de webinaires trajectoire socio-économique sur la partie des nouveaux équilibres socio-économiques. Et au mois de juin, on va intégrer les petits témoignages depuis 2019 des trophées de l'engagement d'entreprises de propreté qui ont été remises et attribuées à partir d'évaluations d'un jury indépendant, de parties prenantes externes. Et les deux invitations également à vous partager. La première, pour agir, on y revient, voilà, pour agir. Si le sujet des partenariats, de coopération est un sujet qui a de l'importance dans vos organisations, je vous invite à vous connecter. Le fil d'inscription se trouve dans le chat pour suivre ce parcours expérientiel qui sera organisé avec l'ORS, le Fonds I, le réseau des catalyseurs territoriaux. Le principe, finalement, il est assez simple. Une promesse, vous informer avec des séries de 4 vidéos, des petites capsules très simples suivies de quiz qui vous permettent en fait de prendre de la hauteur, de commencer à avoir des clés de lecture dans une démarche personnelle avant de partager au niveau collectif, et ce sera le 3 juillet lors d'un atelier de co-développement entre pairs. Une démarche très utile et structurante si vous souhaitez en savoir plus et vous confronter peut-être à de nouvelles visions au sujet de ces partenariats. Et la dernière invitation concerne le numérique responsable, numérique éthique et inclusif. Dans le cadre des webinaires que l'on organise avec la JEBVA, on vous invite le 15 mai prochain de 13h à 14h30 à celui sur le numérique éthique et inclusif qui sera animé par le réseau des catalyseurs territoriaux avec je n'en dis pas plus, le programme sera bientôt dévoilé, avec en tout cas une diversité d'intervenants passionnants, que ce soit dans le secteur public et privé. Voilà, de mon côté, j'ai partagé toutes les informations importantes à vous préciser. Un grand merci pour votre intérêt et à notre invitée Véronique Van Steen pour son intervention. Je n'ai pas vu apparaître de nouvelles questions. Donc je pense qu'on peut vous souhaiter à tous une très belle journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.